Après les armes chimiques, quelles sont les autres armes dont il faudrait interdire l'existence? À défaut de pouvoir les interdire, quelles mesures permettraient de réduire le nombre d'armes dangereuses pour la sécurité internationale? Si vous voulez, on a souvent parlé, et je crois que ça c'est la chose principale, on a souvent parlé des armes de destruction massive. Alors c'est quoi les armes de destruction massive? Les armes A, B, C, atomique, biologique, chimique. Ça c'est les trois grandes catégories d'armes qui sont dites de destruction massive parce que justement ce sont des armes dont il est très difficile de circonscrire les effets, qui ont des effets qui peuvent déborder, et puis donc qui au fond transgressent un des principes fondamentaux du droit humanitaire qui est la distinction entre les militaires et les civils. Alors pour le moment on peut dire dans ces trois, les armes chimiques sont les mieux couvertes. Parce qu'il y a une interdiction, il y a un système de contrôle, il y a des destructions. Les armes biologiques qui ont aussi fait l'objet d'une convention en 1972 ont par contre le défaut de ne pas avoir de système de contrôle. Donc il y a un principe d'interdiction, y compris de la fabrication et du stockage de ces armes, mais il n'y a pas de système de contrôle. Et là, ces dernières années encore, il y a eu, ça répondra à une de vos questions suivantes, il y a eu tout un débat sur cela, en disant mais il faut absolument qu'il y ait un système de contrôle comparable aux armes chimiques. Mais maintenant, il y a quand même beaucoup plus d'États qui ont l'arme nucléaire qu'à l'époque. Il y a l'Inde et le Pakistan qui sont des pays, par exemple, qui sont en tension permanente, qui ont l'un et l'autre l'arme nucléaire. Il y a la Corée du Nord, on sait qu'elle a l'arme nucléaire. Donc l'idée de cet équilibre d'intérêt est dépassée. Alors après, il y a eu un traité dit de non-prolifération de l'arme nucléaire, c'est-à-dire c'était l'idée, ça existe encore, que les puissances nucléaires pouvaient la garder, mais les autres États n'avaient pas le droit de prendre l'arme nucléaire. Mais en compensation, on leur fournissait du nucléaire pacifique, de l'énergie nucléaire, la technologie, en compensation du fait qu'ils n'acquéraient pas l'arme nucléaire. C'est un peu ça le marchandage du traité de non-prolifération. Il est très discutable, d'autant plus qu'aujourd'hui le nucléaire civil est beaucoup plus remis en question comme moyen de fournir de l'énergie. Et puis on sait qu'il y a hors de ces trois grandes catégories d'armes dont l'interdiction est en discussion aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait autre. Non, c'est là qu'il faudrait en parler. Alors, il y a au fond des armes dites classiques, c'est-à-dire des armes qui ne sont pas, au fond, c'est par opposition à ces armes de destruction massive. On a là une convention en 1980, donc il y a déjà le poison, je vous ai parlé du poison, on reconnaît que le poison en tant que tel était interdit. Puis il y a eu, alors sans faire une trop longue énumération, il y a eu les mines antipersonnelles qui ont été interdites, c'était une grande campagne, c'est là que on peut dire que la société civile, c'est-à-dire la population, les organisations non gouvernementales ont certainement joué un rôle important, parce qu'il y a une campagne très forte à l'époque qu'on avait faite pour sensibiliser les États aux problèmes de ces mines antipersonnelles qui sautent encore bien après les conflits, etc. Et puis il y a eu une convention aussi sur les armes à sous-munitions, c'était des sortes de bombes qui lâchent des petites bombes qui sautaient au sol, mais qu'ensuite, dont certaines n'explosaient pas, puis qui étaient en forme comme des petites mines sur lesquelles les enfants sautaient, etc. Et récemment, on a eu aussi une interdiction, puis une interdiction aussi des armes aveuglantes. C'était une possibilité, il y aurait un fusil, on vous tire dessus et vous êtes aveugle. Et puis ça, c'est des rares armes qui ont été interdites par anticipation. Elle n'a jamais été utilisée, puis on a réussi à faire interdire ces armes aveuglantes. Donc ça, c'était quand même un grand succès d'obtenir. Aujourd'hui, et quand on dit arme autonome, alors là, disons, c'est la question de l'arme qui échapperait à son créateur, qui serait un peu comme le
docteur Frankenstein qui crée quelqu'un qui ne maîtrise plus du tout. Ça, c'est pas encore d'actualité, mais on pourrait craindre ça. Mais le débat porte sur le degré d'autonomie qu'on peut... À quel moment est-ce qu'on peut avoir une arme qu'on ne peut plus arrêter? Alors c'est vrai qu'une arme est programmée, puis elle peut aller jusqu'à un certain point toucher son objectif. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Est-ce qu'elle décidera elle-même, toute seule, qui elle doit atteindre, parce qu'on aura tellement bien défini les données que cette arme sera quasi autonome? Ça, c'est une question qui est en discussion maintenant, de savoir jusqu'où on peut tolérer des armes. Alors certains disent, mais finalement, une arme bien programmée sera peut-être moins émotionnelle et plus rationnelle et commettra moins de violations qu'un homme. Il ne faut pas croire que l'homme n'a pas démontré toujours sa grande sagesse. Mais néanmoins, cette idée d'une arme au fond, qui décide toute seule ce qu'elle fait, ou presque, pose une question. Donc, il y a un débat, en tout cas, autour de ces armes dites autonomes, et du degré d'autonomie qu'on pourrait laisser à dire. Ça, c'est les deux grands sujets, si vous voulez, aujourd'hui, qui font débat, outre donc la question des armes de destruction massive. Non. On ne progresse pas. On ne progresse pas beaucoup, mais pas assez. Voilà, dans le domaine nucléaire un petit peu, mais certainement pas assez. Et on oublie d'ailleurs que le traité de non-prolifération des armes nucléaires contenait une clause d'engagement de se désarmer sur le plan nucléaire qui n'a pas été bien respectée. Donc là, on n'est pas dans une phase tellement favorable. D'ailleurs, regardez ce qui se passe ces temps, on est plutôt en train d'appeler l'Europe à se réarmer davantage qu'à se désarmer. Donc on n'est pas dans une phase très positive par rapport au désarmement général et complet, parce qu'il ne faut pas oublier qu'évidemment ça implique aussi une sorte de gouvernance mondiale, désarmement général et complet. Et on est dans une phase de grande méfiance encore au niveau mondial, on n'est encore de loin pas. On ne peut pas avoir désarmement général et complet si on n'a pas en même temps une sorte de garantie de sécurité. Qui et comment pourra venir en aide aux victimes d'un événement NRBC? Le CICR en aurait-il les moyens humains, techniques, financiers et juridiques? L'ONU a-t-il déjà mis sur pied un protocole d'intervention? La Convention contre les armes chimiques prévoit l'assistance à un État parti confronté à une attaque ou menace d'attaque au moyen d'armes chimiques. Quelle forme prend cette assistance? Écoutez, bon, moyen juridique, je crois qu'on ne se posera pas tellement de questions juridiques. Il y aura des catastrophes. Donc le problème, il n'est pas tellement là, mais moyens pratiques, techniques, face à une grande catastrophe chimique, nucléaire, biologique. Ça, les médecins du CSR sont penchés là-dessus en voyant plus le risque d'une crise par rapport à des armes chimiques ou radiologiques, efficacement une crise suite à une utilisation, alors ça dépend de l'importance d'utilisation, mais importante d'armes biologiques, chimiques, nucléaires, il ne faut pas se rassurer, on aurait grande difficulté à gérer ce type de cas.